compose une équipe gouvernementale d'ici vendredi. On est jeudi soir, avez-vous quelque chose à nous annoncer? D'abord, nous ne sommes pas que 4, bien évidemment, je veux le préciser, à discuter. Mais effectivement, les différentes formations politiques discutent, avancent. Personnellement, je trouve que ça avance bien. On avance sur la constitution, effectivement, d'une équipe gouvernementale. On réfléchit aux différents scénarios et aux différents éléments de ce dispositif. Et je ne vais pas commencer, si vous voulez, à fixer une date limite. Mais en tout cas, je suis optimiste sur la manière avec laquelle avancent ces discussions, même si j'ai observé, et je pense que c'est quand même l'essentiel du moment politique, que le président de la République cherche, par le courrier qu'il a envoyé et publié hier, en quelque sorte, à rétablir une forme de droit de veto présidentiel. Et ça, c'est pas possible. On va y revenir, bien sûr, on a le temps. C'est ça qui est bien, je le dis souvent. Mais donc, demain, on ne se fixe pas de rendez-vous pour demain? Non, moi je ne fixe pas par définition et par principe, parce que forcément il faut que tout le monde comprenne, on est jeudi soir. Le deuxième tour des élections législatives, c'était dimanche soir. Et on parle de composer un gouvernement qui permet de gouverner la France. Et donc oui, j'assume de dire que c'est normal que ce type de discussion prenne un petit peu de temps. En tout cas, ça ne me paraît pas choquant outre mesure que nous en soyons le jeudi à avoir bien avancé, mais pas encore à être en mesure de faire cette annonce. Alors ça met beaucoup trop de temps, et c'est pas moi qui le dis, c'est Sandrine Rousseau, et pourtant elle fait partie du nouveau Front Populaire, et sauf erreur de ma part, elle dit que le NFP met beaucoup trop de temps à s'accorder sur un nom. On perd du terrain et on inquiète aussi d'une certaine manière, voilà ce qu'elle dit, et elle ajoute donc oui, nous avons notre part de responsabilité dans la situation instable du pays. Vous vous inquiétez, vous prenez votre part dans la situation instable du pays? Je ne le crois pas, et je pense qu'il vaut mieux prendre le temps nécessaire pour pouvoir présenter un dispositif en mesure de pouvoir gouverner le pays face à des urgences qui sont aujourd'hui devant nous et qui sont des urgences majeures, plutôt que de faire les choses de manière précipitée. Donc je comprends que certains voudraient que ça aille plus vite, mais je pense qu'il faut garder son sang-froid. En tout cas, vous l'avez vu, je garde le mien. La démission de Gabriel Attal a été refusée pour le moment par le président, et vous l'avez beaucoup regretté au sein du nouveau Front Populaire, via des communiqués, etc., pour dire qu'il jouait la montre, certainement, le président, en gros, pour essayer de garder le pouvoir. Mais la démission de Gabriel Attal, elle pourrait bien être acceptée, selon nos informations TF1 LCI. Dès le 17 juillet prochain, le gouvernement sera alors démissionnaire. Ça permettra aux ministres députés du camp présidentiel d'aller siéger à l'Assemblée. Bon, c'est plus si long à attendre, finalement. En quelque sorte, le président de la République nous impose un timing, un calendrier, j'allais dire. En même temps, vous n'êtes pas prêt. Mais ne dites pas ça. C'est-à-dire que si vous voulez, il faut prendre quand même les choses dans le bon ordre. Si on rétablit le bon ordre des choses, c'est que dimanche, le nouveau Front Populaire a remporté les élections législatives, et donc qu'il appartient au président de la République de se tourner vers le nouveau Front Populaire pour lui demander la constitution d'un gouvernement. Et il ne devrait pas avoir trop de difficultés à trouver nos coordonnées pour cela. S'il a besoin de trouver une personne à qui parler, il peut s'adresser à moi, il peut s'adresser à Marine Tondelier, il peut s'adresser à Olivier Faure, à Fabien Roussel. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Sauf que ce que j'observe, c'est que depuis dimanche, le président de la République essaye de tout faire, tout simplement pour effacer le résultat des élections législatives. Or, en démocratie, quand il y a le résultat d'une élection, on ne s'assoit pas dessus et on applique la règle. J'ai entendu Dominique de Villepin sur votre antenne il y a, je crois, quelques minutes, et on ne peut pas dire que je partage l'ensemble des options politiques de Dominique de Villepin. Mais il a dit une chose qui me paraît assez intelligente. Il a dit le président de la République, il doit faire ce qui a toujours été fait dans la Ve République dans des situations de cohabitation, c'est-à-dire il doit se tourner vers la formation, le bloc politique qui est arrivé en tête des élections législatives, et il doit leur demander de constituer ce gouvernement. La CGT cheminot exige un gouvernement NFP et appelle à manifester le 18 juillet. La CGT tout court appelle à des rassemblements le 18 juillet devant l'Assemblée nationale et les préfectures pour que, je cite Sophie Binet, le résultat des élections soit respecté. Philippe Poutou a appelé une mobilisation unitaire de la gauche dans la rue pour obtenir un gouvernement. Ça doit se passer aussi dans la rue désormais. Vous appelez à manifester? Face au coup de force présidentiel qu'on a sous les yeux aujourd'hui, je disais, il essaye de rétablir une forme de droit de veto
présidentielle. Face à cette situation, oui, bien sûr, il faut que la société se mette en mouvement. Donc, moi, toutes les initiatives de mobilisation que vous indiquez ici, ce sont des initiatives de mobilisation que je soutiens et que j'appuie. Oui, je pense que les gens doivent se faire entendre. Il ne peut pas être question que le résultat de ces élections législatives soit balayé d'un revers de la main parce que ça ne convient pas au président de la République. Et qu'on apprenne, comme on a appris, je crois, ce matin encore, que du côté du ministère de l'économie et des finances, on continue à demander au ministère de faire des coupes budgétaires, qu'en quelque sorte, alors qu'il y a eu une élection il y a quelques jours qui a donné son verdict, le président de la République continue comme si de rien n'était à dérouler sa politique. Ça, c'est inacceptable. Alors, venons-en à cette information qui vient de tomber là, il y a quelques instants. Le Rassemblement national ne censurerait pas automatiquement un gouvernement Nouveau Front Populaire avec des ministres insoumis, des troupes de Marine Le Pen qui n'excluent pas de voter des mesures, là, je cite, consensuelles venues de la gauche et qui préfèrent donc juger sur pièce. Votre réaction? Écoutez, moi, je me méfie toujours des annonces du Rassemblement national qui avait dit, je crois, par exemple sur le vote de la loi immigration le matin même. Jordan Bardella, il me semble, disait nous allons voter contre, et puis finalement ils avaient voté pour. Donc je sais comment tout ça fonctionne, je sais qu'il peut y avoir parfois de la tactique, du bluff. Donc je prends ça. À quoi là en l'occurrence? Ce serait quoi la stratégie derrière? Je n'en sais rien, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, mais admettez que l'histoire me permet de prendre ces annonces avec circonspection. Maintenant, je ne vais pas biaiser votre question. Nous allons, avec un gouvernement du nouveau Front Populaire, proposer au vote de l'Assemblée nationale un certain nombre des mesures qui sont des mesures dans le programme du nouveau Front Populaire. Programme qui a été choisi majoritairement, majorité relative, par les électrices et par les électeurs. À ce moment-là, il appartiendra à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale de prendre leurs responsabilités. Si demain nous proposons une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron, eh ben, chaque député se déterminera librement, quelle que soit son étiquette politique, pour savoir s'il approuve ou s'il désapprouve cette proposition. C'est ça la démocratie. Mais est-ce que ce n'est pas une volonté de la part du Rassemblement national de dire regardez comme nous sommes responsables, regardez, Jordan Bardella le disait dans la campagne, nous aurons un mode de gouvernance apaisé, nous soutiendrons toutes les lois ou les propositions si elles sont bonnes à nos yeux. Nous sommes dans l'ouverture. Mais il faudra que Jordan Bardella nous dise si le programme qu'il va appliquer, respecter en votant telle ou telle loi, c'est celui de la dernière semaine de l'élection législative, c'est celui de 3 semaines précédemment ou c'est celui de 3 mois précédemment. Parce que pendant cette campagne, on a quand même observé et assisté à quelque chose de stupéfiant. C'est, d'habitude, vous savez, on dit les responsables politiques, et ça a fait beaucoup de mal à la politique, font des promesses pendant les campagnes électorales et puis une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils abandonnent les promesses. Jordan Bardella a inventé quelque chose, c'est les responsables politiques qui abandonnent leurs promesses avant même la fin de la campagne électorale. Donc si vous voulez, si vous avez des questions sur la stratégie du Rassemblement national, posez-leur à eux. Ah oui, mais moi, je n'ai aucune confiance dans leurs paroles. Oui. Je n'ai aucune confiance dans la solidité de leurs convictions et je pense qu'ils ont fait la démonstration à de multiples reprises qu'entre ce qu'ils disent un jour et ce qu'ils font le lendemain, il y a souvent une très grande différence. Bon, en tout cas, vous savez maintenant que vous ne serez pas censuré à tous les coups et que vous avez des voix supplémentaires qui peuvent vous permettre de faire avancer vos textes. Mais ça, je le crois depuis le début, c'est-à-dire que je pense qu'un gouvernement du nouveau Front Populaire mis en place sur la base du résultat des élections législatives est en mesure d'appliquer son programme et de convaincre sur ces propositions des députés à l'Assemblée nationale de les appuyer. En attendant, donc, on n'a pas l'équipe gouvernementale en ce qui vous concerne. Les réunions, elles se poursuivent. Oui. D'accord. Non, mais d'accord, je ne presse pas le calendrier. Je veux juste savoir sur quoi potentiellement ça achoppe. Clairement, quels sont les points qui font que demain, comme vous l'espériez peut-être, nous n'avons pas cette équipe gouvernementale? Moi, si vous voulez, je comprends que vous posiez la question, mais depuis le début de ces discussions, personnellement, avec mes amis insoumis, et je crois que c'est le cas d'une grande partie des gens qui participent de ces discussions, on essaye de faire preuve d'une très grande responsabilité. Et faire preuve d'une très grande responsabilité, c'est considérer que, oui, il faut un petit peu de temps pour discuter, mais que ces discussions, on ne va pas commencer à les étaler sur la place publique, au risque, si vous voulez, de nous affaiblir collectivement. Donc je ne vais pas aujourd'hui participer de cet instrument, même si je comprends très bien que vous posiez la question. Mais alors, par exemple, question très bête, hein, mais pour le mode de désignation du Premier ministre, est-ce que ça c'est acté? Est-ce que ce sera un vote ou un consensus, par exemple? Non, je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée qu'une coalition ne peut fonctionner que si le choix du Premier ministre est un choix qui est partagé par l'ensemble des formations politiques. En particulier dans une situation dans laquelle nous sommes dans une majorité relative à l'Assemblée nationale,
comprenez que si on commence à dire qu'il y aurait un Premier ministre, en quelque sorte, qui serait soutenu que par 65, 60 ou 65% des députés de la coalition, déjà on commencerait affaibli dans cet exercice du pouvoir. Donc on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas très inquiète. Bah, vous avez l'air un petit peu, mais moi je veux rassurer les gens, les choses avancent et il faut prendre le temps nécessaire pour faire quelque chose de solide, quelque chose de sérieux et qui peut répondre aux attentes des Français et des Français. Est-il acté autour de la table à ce stade que ce sera bien un Premier ministre issu des rangs de la France Insoumise? Parce qu'Olivier Faure, effectivement, arrive devant nos caméras encore hier ou avant-hier, parce que j'ai perdu un peu la notion du temps en disant, bon, moi j'ai peut-être le profil. Non, mais là aussi, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Nous avons posé 2 principes et auxquels je me tiens encore ce soir. Le premier principe que nous avons posé, c'est de considérer, comme ça fonctionne dans toute coalition, que la formation politique qui dispose du plus grand nombre de parlementaires au sein de la coalition est la formation politique qui propose un candidat Premier ministre. Et le deuxième principe que nous avons posé, c'est que personne ne doit s'imposer aux autres. Voilà. Donc moi, je reste autour de ces 2 principes. Je comprends qu'Olivier Faure dise je peux être ce candidat, mais j'ai aussi des noms à proposer et je ne vais pas le faire sur un plateau de télévision parce que je pense que ce serait une erreur. Donc j'ai fait des propositions, mais je les ai faites dans ce cadre interne. Donc vous êtes en train de discuter, quand vous parlez, vous insistez beaucoup sur l'expression équipe gouvernementale ces dernières heures. Donc c'est l'architecture du gouvernement, le nombre de ministres, vous répartissez le nombre de postes de ministres en fonction du nombre de sièges à l'Assemblée par exemple, ou de forces arrivées dans les urnes en tête ou non. C'est à la fois quel type de gouvernement on veut, et je crois que là il y a plutôt un accord sur l'idée que un gouvernement qui est un gouvernement compact, qui n'a pas une pléthore de ministères, parce que je pense que dans une situation comme celle-ci, on a besoin de choses claires, lisibles, qui permettent d'avancer et qui incarnent une certaine forme de stabilité dans le dispositif qu'on met en place. Et puis c'est à la fois comment ces différents ministères peuvent être répartis entre les différentes formations politiques de la coalition, parfois à l'extérieur aussi d'ailleurs. On travaille. À l'extérieur, par exemple, aussi? Non, mais je veux dire, il peut y avoir dans une équipe gouvernementale, ce n'est pas une obligation, ça fait partie des éléments de la discussion, il peut aussi y avoir des gens qui sont issus d'aucune des formations politiques et qui viennent d'autres formes d'engagement. De société civile. Par exemple. Voilà, toutes les options sont sur la table, aucune n'est définie définitivement aujourd'hui, mais c'est autour de ces questions, effectivement, que nous discutons. Et est-ce que vous dites encore autour de la table que ce sera que le programme du NFP et rien que le programme du NFP, sachant qu'on a encore écouté M. Glucksmann ces dernières heures qui dit si on est fermé sectaire, si on ne discute avec personne d'autre que nous-mêmes, on commettra une faute démocratique et une erreur stratégique. En somme, pour se faire des amis ou en tout cas avoir des alliés, il faut accepter de parler aussi parce que vous ne pourrez pas gouverner tout seul. Mais personne n'a proposé de ne parler avec personne. C'est pas le sujet. Là, les 2 sujets que vous posez sur la table ne sont pas incompatibles l'un avec l'autre. Nous avons signé un communiqué de l'ensemble des 4 formations politiques du Nouveau Front Populaire pour dire que notre objectif, c'était effectivement un gouvernement du Nouveau Front Populaire pour appliquer le programme du Nouveau Front Populaire. Pas par sectarisme ou je ne sais quoi, mais parce que c'est ce que les électrices et les électeurs ont décidé de mettre en tête au 2e tour de l'élection législative en termes de nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Ce programme. C'est ce programme. Donc il serait quand même un peu bizarre pour moi de venir vous voir et de vous dire nous avons été élus dans une campagne électorale où nous avons défendu notre programme. Je l'ai fait moi-même, par exemple, j'ai représenté ce programme dans le débat qui était organisé avec Gabriel Attal et Jordan Bardella, et vous dire maintenant, non, finalement, notre programme, on le jette à la poubelle, il n'existe plus parce qu'on va en discuter un autre. Ça serait des coalitions contre nature, auxquelles nous ne pouvons pas participer. Mais pour autant, il n'empêche pas que quand nous allons mettre en place les différentes mesures de notre programme, il y a une démocratie parlementaire. Et dans cette démocratie parlementaire, il y a la possibilité pour les députés de proposer des amendements, d'enrichir les textes. Et on peut tout à fait appliquer notre programme, c'est notre souhait, et en même temps tenir compte de cette démocratie parlementaire dont je veux dire quand même qu'elle a été très largement bafouée depuis 2 ans en particulier, par Emmanuel Macron et les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc oui, il faut la réhabiliter, de la même manière qu'il faut réhabiliter aussi le lien avec le mouvement social, avec ce qu'on appelle parfois les corps intermédiaires, même si j'aime pas trop cette expression, qui eux aussi ont beaucoup été méprisés ces dernières années. Sur le travail parlementaire qui a été brutalisé, il y a eu quand même le recours au 49.3.
Je sais qu'on y revient, mais est-ce que oui ou non, vous y aurez recours? Dans votre programme, il est question de l'abroger. Olivier Faure, on l'a entendu, a dit oui, on peut retirer, abattre par le 49.3 ce qui a été fait par le 49.3. Il y a la promesse de l'application de décrets pour continuer à avancer. C'est pas exactement la même chose, je vous l'accorde. Mais est-ce que vous... C'est M. Ruffin, là, cette fois, qui disait qu'il faut gouverner avec tendresse. Est-ce que c'est gouverner avec tendresse quand on n'exclut pas le 49.3? Non, mais moi, j'ai dit que je ne souhaitais pas qu'un gouvernement du nouveau Front populaire ait recours au 49.3. Je le redis, il n'y a pas de problème. La question des décrets, c'est une question un petit peu différente. La question des décrets, c'est que nous avons pris des engagements dans cette campagne électorale qui sont notamment de mettre en œuvre, dès notre arrivée à Matignon, un certain nombre de mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence, elles sont nécessaires parce que les gens en ont besoin. Alors, on parle beaucoup, et c'est normal, des discussions, etc. Il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour répondre à des exigences populaires qui se sont exprimées dans ces élections. La question du pouvoir d'achat, par exemple, elle est centrale. Donc oui, je dis, un gouvernement du nouveau Front populaire qui arrive à Matignon dans quelques jours, il décide par décret, par exemple, l'augmentation du SMIC, parce qu'on a besoin de le faire immédiatement, le plus rapidement possible. Vous parlez d'exigence populaire, vous avez vu certainement ce sondage dans le Figaro, Odoxa Backbone, qui dit que 73% des Français refusent de voir un gouvernement exclusivement composé de ministres du bloc de gauche. Oui, mais j'ai vu aussi d'autres sondages qu'on pourrait citer, qui disent que Emmanuel Macron doit nommer un gouvernement du nouveau Front populaire. C'est aussi une majorité des Français qui pensent ça. Donc parfois, en fonction de la manière avec laquelle on pose la question du sondage, on obtient parfois des réponses qui sont parfois un peu contradictoires. Donc, moi, je crois qu'il y a une logique institutionnelle. Et c'est cette logique institutionnelle qu'il faut appliquer. Il y a des blocs à l'Assemblée nationale. Aucun d'entre eux, je ne le conteste pas, ne dispose de la majorité absolue. Mais il y a un bloc, celui du nouveau Front populaire, qui dispose du plus grand nombre de parlementaires. La logique institutionnelle, c'est de se tourner vers ce bloc, de lui demander de mettre en place un gouvernement. Et ensuite, chacun prend ses responsabilités. Et nous prendrons nos responsabilités de chercher à convaincre dans l'Assemblée nationale, mais aussi de chercher à convaincre dans la société que nos mesures sont des mesures bonnes pour le pays. Et ensuite, on convainc ou on ne convainc pas. Et si on ne convainc pas, eh ben, il y a d'autres blocs ensuite qui peuvent être appelés. Alors justement, convaincre au-delà du monde politique. Vous l'avez vu peut-être cette fois, cette tribune dans Le Monde. Le nouveau Front populaire doit sans tarder tendre la main aux autres secteurs du Front républicain pour discuter d'un programme d'urgence républicaine. Les signataires, c'est José Bové, Cyril Dion, Aurélie Filippetti, Noël Mamère, Ariane Mouchkine, etc., etc., etc. Et ils vous mettent la pression. Je vais vous lire quelques mots quand même. Si d'aventure, certains ou certaines préféraient privilégier leurs intérêts de boutique, de court terme, plutôt que les intérêts supérieurs du pays, cette société civile saurait aussi se mobiliser pour les ramener à la raison, comme elle l'a fait entre les deux tours des élections législatives vis-à-vis de celles et ceux qui étaient réticents à la mise en œuvre du Front républicain. Oui, alors il y a deux choses dans ce que vous me lisez, dans ce que vous me dites. D'abord, la première, c'est que si je vous dis qu'il faut un gouvernement du nouveau Front populaire pour appliquer le programme du nouveau Front populaire, c'est pas pour des raisons d'intérêt de boutique ou je ne sais quoi. C'est tout simplement parce que c'est ce programme qui a été choisi et c'est ce programme qui répond aux problèmes et aux problématiques des Françaises et des Français. Une coalition avec le bloc macroniste, par exemple, nous proposons d'abroger la réforme des retraites. Eux ont mis en place cette réforme des retraites. Il n'y a pas de compromis possible entre ces deux options, vous l'entendez bien. Donc le sujet, c'est pas de privilégier ses intérêts boutiquiers sur je ne sais quoi. Le sujet, c'est de privilégier l'intérêt du pays. Et l'intérêt du pays, c'est de mettre en œuvre ce programme. Pour le reste, je réponds juste à la deuxième objection que je fais aux déclarations que vous venez de me lire, c'est qu'il faut comprendre que ce que vous appelez Front républicain, moi je n'utilise pas ce terme, en tout cas ce qui a été fait entre les deux tours de l'élection législative, ce n'est pas un accord politique. Nous avons pris des décisions unilatérales. Nous n'avons rien échangé, nous n'avons rien demandé en échange. Nous avons considéré, comme ça a été le cas de manière constante en ce qui concerne, là, la France insoumise, je parle pour moi, depuis des années et des années, qu'au deuxième tour d'une élection législative, nous disions pas une voix pour le Rassemblement national, pas un siège de plus pour le Rassemblement national. C'est ça que nous avons fait. Ce n'est pas un accord politique. Nous n'avons pas négocié quelque chose. Oui, mais il y a quand même des millions de Français qui se disent que si vous êtes arrivé en tête, c'est parce que vous avez bénéficié quand même de voix qui se sont reportées vers vous pour faire barrage au Rassemblement national et qui se disent, bon, et maintenant, et notre effort à nous, démocratiques, de faire le geste, il est pris en compte comment? Et encore une fois, j'en parlais avec Jean-Luc Mélenchon, vous le savez très bien, lundi dernier, de savoir, quand c'est Emmanuel Macron qui a bénéficié de vos voix pour battre le Rassemblement national, vous avez passé du temps à dire derrière, mais écoutez, c'est grâce à nous, vous êtes au pouvoir parce qu'on a fait l'effort. Aujourd'hui, la logique, elle est la même de la part de ceux qui disent, on était là quand même pour que vous arriviez en majorité. Mais j'entends tout à fait ce que vous me dites, mais d'abord, je veux dire, en quelque sorte, il y a eu deux enseignements dans l'élection législative.
Le premier, c'est qu'au premier tour, les macronistes ont perdu, parce qu'ils sont arrivés au troisième bloc, et au deuxième tour, c'est le Rassemblement national et l'extrême droite qui a perdu. Ça, c'est quand même deux enseignements majeurs. Il faut tenir compte de ces deux enseignements. Mais je dis que l'esprit qui a conduit à un certain nombre de désistements pour lutter contre l'extrême droite, pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir dans notre pays, c'est un esprit auquel je peux donner la garantie à toutes les personnes qui nous écoutent, nous allons rester fidèles. Parce que nous mettrons en place et nous combattrons toutes les mesures que proposait le Rassemblement national, par exemple, cette idée que si vous étiez binationaux en France, il y a certains emplois dont vous seriez privés. Mais ça, par exemple, en les empêchant, en les combattant, personne d'entre nous n'a l'intention d'aller dans cette direction. Donc on peut à la fois appliquer le programme du nouveau Front populaire et à la fois rester fidèle à l'idée d'une lutte implacable contre l'extrême droite, fidèle à notre histoire depuis des années et des années. Votre gouvernement, vous le soumettrez à un vote de confiance ? Alors là, vous me posez une question qui est un peu une forme de spéculation, parce que si je reprends les choses étape par étape, il y a un certain nombre d'étapes à franchir avant de répondre à votre question. D'abord, que le président de la République cesse de vouloir effacer le résultat de l'élection et nous appelle à Matignon. Ensuite, que nous proposions ce gouvernement. Donc c'est votre souhait in fine. Donc il faut bien vous projeter dans l'idée que je ne sais pas. J'entends bien. Vous avez beaucoup reproché tous à Elisabeth Borne de dire « bon, moi je m'y soumets pas ». J'entends bien, madame. Ce serait peut-être mal compris si... Je l'entends, mais nous l'avons reproché effectivement, mais nous n'avons pas fait seulement que de le reprocher. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous avons posé un principe, c'est qu'il y avait une motion de censure. Donc, en quelque sorte, on a fait un vote de confiance inversé. Je ne peux pas répondre à votre question à ce stade. Je ne sais pas quelle sera la situation au moment où cette situation pourrait se produire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il appartiendra à chaque parlementaire au sein de l'Assemblée nationale de décider librement et de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que s'il veut empêcher notre gouvernement de pouvoir mettre en œuvre sa politique, il devra en prendre la responsabilité en votant pour une motion de censure. C'est comme ça que fonctionnent les institutions. Je ne le souhaite pas, mais c'est la possibilité institutionnelle qui leur est offerte. Est-ce que si ce n'est pas une évidence pour vous que ce gouvernement soit soumis à cette motion, c'est parce que vous craignez en effet d'être bloqué d'entrée parce que vous n'avez pas de majorité absolue? Non, et les appels se multiplient à vous faire barrage dans l'hémicycle. Je vois, mais ça ne change rien. Enfin, je ne réponds pas à votre question pour être tout à fait transparent et sincère avec vous, tout simplement parce que je ne veux pas engager l'ensemble des partenaires de ma coalition sur un sujet sur lequel nous n'avons pas, pour l'instant, tout simplement discuté. Donc, je ne vais pas... J'essaye, comme vous l'avez vu depuis le début, d'être respectueux de tout le monde. Mais cela n'empêche en aucun cas, si les parlementaires considèrent que notre gouvernement ne doit pas voir le jour, je le regrette, mais ils ont la possibilité institutionnelle de déposer une motion de censure et ensuite, c'est les députés qui le décideront. Et moi, je pense que nous sommes en mesure de pouvoir convaincre que ce gouvernement doit pouvoir dérouler, mettre en place la politique qui est la sienne. Alors, encore une fois, tous ceux qui disent on va vous faire barrage dans l'hémicycle, Gérard Larcher dans Le Monde, si le Premier ministre appartient au nouveau Front populaire, nous nous mettrons en travers. Gérald Darmanin a assuré qu'il censurait tout gouvernement de gauche si le nouveau Front populaire arrivait au pouvoir. Votre réponse? Qu'il le fasse. Enfin, ils ont le droit de penser ça. Et ils ont des outils institutionnels pour le proposer. Mais la question, c'est pas... Monsieur Darmanin, c'est pas lui qui décide, par contre, vous voyez, et Monsieur Larcher non plus. Ceux qui décident, c'est les députés à l'Assemblée nationale sur la question d'une éventuelle motion de censure. Et s'ils pensent ça, ils n'ont qu'à convaincre une majorité de députés de ne pas laisser notre gouvernement s'installer. Je pense que ce serait une grave erreur. Je pense qu'ils seraient responsables d'une situation d'instabilité dans le pays et qui nous empêcherait de mettre en place un certain nombre de mesures qui sont très largement souhaitées par les Françaises et les Français. Mais s'ils veulent prendre cette responsabilité, je leur laisse cette responsabilité. Rachida Dati, elle dit que la majorité des Français ne veut pas du programme du nouveau Front populaire. Beaucoup estiment encore aujourd'hui que vous avez été élu pas par défaut, mais parce qu'il y a une situation politique particulière. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous soumets les propos de ceux qui disent qu'il faut vous faire barrage parce que vous n'avez pas été choisi, vous avez été choisi par défaut, etc. etc. Bon, de la part de ministres qui ont participé de gouvernements qui... ont multiplié les 49-3, se sont ont écrasé la démocratie parlementaire. Je trouve ces propos pas très convaincants. Mais vous avez dit une chose, vous avez dit beaucoup de gens pensent que votre programme n'est pas majoritaire. Moi, je vous dis que sur les différentes mesures, on a l'habitude de montrer des sondages, l'augmentation du SMIC, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, encore une fois l'abrogation de la retraite à 64 ans, ce sont des mesures qui sont très populaires, très largement majoritaires en France. Et la question qui devrait être posée, c'est pourquoi la majorité précédente ne les a pas mis en place. En tout cas, elle ne les a pas mis en place. Et nous avons l'intention de les mettre en place. Alors, dans ceux qui réagissent très vivement, la coordination rurale a dit, les mots sont brutaux, la coordination rurale sortira les fourches
si les écologistes ou les insoumis entrent au gouvernement. Là encore, comment vous réagissez à cette tension en train de monter? Alors, j'en fais pas du tout une généralité, mais à travers quelques déclarations que l'on voit quand même ces dernières heures. Parce que quand on gouverne, vous le savez, il faut aussi parfois trouver les mots. Ça devient de votre responsabilité de tenter de trouver les mots et les gestes pour apaiser. Donc là, par exemple, face à cette situation, à ce type de déclaration, quels gestes et quels mots pour tenter d'apaiser? D'abord, je dis qu'il y a des expressions, il y a des images qu'il faut éviter de convoquer, parce qu'elles donnent l'impression qu'on sortirait, si vous voulez, d'un débat démocratique normal. Que dans un débat démocratique normal, on a le droit d'exprimer des oppositions. Mais commencer à parler de fourche, à mon avis, c'est un registre sur lequel il ne vaut mieux pas aller. Pour le reste, je dis une chose très simple. Vous me citez, je crois, un communiqué de la déclaration de la coordination rurale. Oui, tout à fait. Je dis parce que je connais un certain nombre des revendications de la coordination rurale, je leur dis qu'un gouvernement du nouveau Front populaire mettra un terme aux accords de libre-échange, comme je crois le souhaite la coordination rurale. Je leur dis qu'un gouvernement du nouveau Front populaire agira immédiatement pour installer les prix planchers pour les agricultrices et les agriculteurs, qui est une proposition, je crois, qui résonne avec les aspirations d'un certain nombre d'agricultrices et d'agriculteurs dans ce pays. Donc, je leur dis que je les invite à ne pas se laisser intoxiquer par les caricatures qu'il peut y avoir parfois sur le programme. Là, vous avez cité de la France Insoumise ou des écologistes qui tous défendent l'idée que les agricultrices et les agriculteurs de notre pays doivent pouvoir vivre de leur travail, qu'ils ne doivent pas être soumis à une concurrence déloyale et que, en vérité, ceux qui ont fait beaucoup de mal à l'agriculture française, c'est plutôt les différents gouvernements qui se sont succédés au pouvoir ces dernières années. Alors, j'y reviens parce que vous l'avez effleuré rapidement tout à l'heure, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui a notifié au ministère de nouveaux plafonds de dépenses pour économiser 5 milliards d'euros supplémentaires cette année parce qu'il estime que le niveau avancé des dépenses à fin mai et les aléas économiques et politiques font peser un risque sur le respect notamment de la trajectoire du déficit public. Malgré l'incertitude politique, Bruno Le Maire, il dit moi je continue mon boulot et c'est de limiter les risques de dérapage budgétaire. Vous lui dites quoi? Ne touchez plus à rien, monsieur Le Maire? Je lui dis... Vous n'êtes plus... En gros, faites vos cartons, laissez les milliards là où ils sont. Je leur dis, tenez compte du résultat de l'élection. Je leur dis, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection législative et que vous pouvez continuer à dérouler votre très mauvais programme comme s'il ne s'était rien passé. Ça, c'est pas acceptable d'un point de vue démocratique. Pour le reste, sur ce sujet aussi, je dis que Bruno Le Maire est quand même très mal placé pour donner des leçons de bonne gestion financière. Parce que, pardon, mais s'il y a quelqu'un qui est responsable de la situation difficile dans laquelle nous sommes d'un point de vue budgétaire, notamment de l'augmentation du déficit, c'est pas seulement moi, Manuel Bompard, qui le dit, tout le monde, toutes les études démontrent que si aujourd'hui il y a un problème de déficit en France, c'est parce que les différents gouvernements d'Emmanuel Macron ont retiré environ 50 milliards d'euros chaque année de recettes pour le budget de l'État. Parce qu'ils ont décidé de multiplier les cadeaux aux plus riches de ce pays, aux grandes multinationales, et qu'ils ont creusé la caisse et qu'ensuite ils sont allés voir les Françaises et les Français, ce qu'ils continuent à faire, et ils leur disent maintenant il va falloir payer la facture. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que les Français doivent se serrer la ceinture pour payer les cadeaux faits par Emmanuel Macron aux plus riches de ce pays et aux multinationales. Mais Gérald Darmanin dénonce un programme économique délirant. Bruno Le Maire, encore lui, alerte sur le risque d'un naufrage économique et financier pour la finance. Les marchés ne laisseront pas faire, dit-il. Mais le naufrage économique, c'est lui. Enfin, pardon, mais la situation, encore une fois, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, la situation budgétaire difficile du pays, il en est le principal responsable. Notre programme est le seul des programmes qui ont été présentés dans ces élections législatives qui étaient entièrement chiffrés. C'est-à-dire qu'à chaque dépense, il y avait une recette correspondante. Oui, bien sûr, c'était un changement de logique économique par rapport à la logique économique qui est à l'œuvre ces dernières années. Ça, c'est vrai. Cette logique économique qui consistait à dire on va distribuer des cadeaux aux plus riches, ça va ruisseler sur l'ensemble de la société. Tout le monde a vu que ça n'était pas le cas. Donc oui, nous proposons de changer de logique. Et ce changement de logique, ça passe notamment par le fait que si vous faites en sorte que les gens qui ont le plus de difficultés aujourd'hui ont des meilleures payes, des meilleurs salaires, alors ils vont consommer. Et quand vous savez que 50% de l'économie du pays aujourd'hui est liée à la consommation populaire, vous allez relancer la machine économique dans la bonne direction. Donc c'est eux qui nous ont mis dans une forme de désastre économique. Et au contraire, je crois que c'est le nouveau Front populaire qui peut nous en sortir. Je vous remercie, Manuel.